Donc, après l'examen clinique des anomalies du sens transversal, on va passer à la classification. Dans la normalité du sens transversal, au niveau des secteurs latéraux, l'arcade mandibulaire doit être circonscrite par l'arcade maxillaire. Dans le sens horizontal, les dents maxillaires surplombent les dents mandibulaires et les recouvrent partiellement dans le sens vertical. Dans le plan frontal, la mandibule doit adopter une position symétrique par rapport au crâne. Ainsi, les condyles mandibulaires doivent être centrés au niveau des fosses mandibulaires et temporales. Bien. Cliniquement, on ne devrait pas constater de différence entre la position de la mandibule en relation centrée et l'intercuspidation maximale. Les milieux interincisifs supérieurs et inférieurs doivent coïncider entre eux et aux bases osseuses correspondantes. En cas de décalage, celui-ci doit être identifié et mesuré. Les anomalies du sens transversal, ce sont des troubles de l'occlusion dans le sens vestibulo-lingual au niveau des secteurs latéraux. La malocclusion peut être symétrique ou asymétrique, alvéolaire ou squelettique. Il peut s'agir d'un trouble de la position de la mandibule par rapport au crâne, se traduisant par une latérodéviation mandibulaire et une discordance des milieux interincisifs ou d'un trouble de dimension, où l'on trouve une non-concordance des dimensions transversales du maxillaire et de la mandibule. Ces anomalies peuvent être basales ou alvéolaires, isolées ou associées à d'autres dysmorphoses. Ces troubles touchent 3 à 5% des jeunes enfants. Les anomalies alvéolaires, ce sont les malocclusions résultant d'une mauvaise orientation des process alvéolaires. On aura une lingoversion des process alvéolaires accompagnée d'une perturbation de la cinétique mandibulaire et un articulé inversé, souvent unilatéral. L'anomalie alvéolaire la plus fréquente est l'endoalvéolie. Pour l'endoalvéolie, c'est une malocclusion du sens transversal se traduisant par une inclinaison linguale d'un ou deux secteurs latéraux. À l'examen endobuccal, l'endoalvéolie est caractérisée par une base osseuse normale et par une palatoversion des process alvéolaires, donc une courbe de Wilson plate ou inversée. Le problème est d'origine dentaire et non squelettique. À l'examen radiologique, on a absence des signes radiologiques de la respiration buccale, la largeur nasale normale, et à l'examen des moulages chez l'enfant présentant une endoalvéolie, le palais semble plus large, le maxillaire plus volumineux, et en examinant le modèle par l'arrière, il est possible d'observer les axes convergents des process alvéolaires aussi. Au maxillaire, l'endoalvéolie peut être symétrique avec l'ingocclusion unilatérale en intercuspidation maximale. Dans ce cas, la latérodéviation est de règle. Aussi avec une lingocclusion bilatérale en intercuspidation. Dans ce cas, il n'y a pas de latérodéviation. Ça peut être asymétrique avec une lingoversion unilatérale et sans latérodéviation sauf exception. À la mandibule, l'endoalvéolie est très rare, elle est caractérisée par lingoversion des secteurs latéraux inférieurs. Son signe majeur est la vestibuloversion exagérée des secteurs latéraux maxillaires ou même une inocclusion totale dans le cas grave. L'exoalvéolie ou syndrome de Brody.
C'est une anomalie qui est rare, caractérisée par l'inclinaison vestibulaire des secteurs latéraux, localisés à une ou deux dents, symétriques ou non, avec rupture de l'articulé transversal. L'arcade maxillaire circonscrit complètement l'arcade mandibulaire. On a une rupture de l'articulé dentaire. L'exoalvéolie est caractérisée au maxillaire par une arcade en U, un palais plat et une position haute de la langue. Cette malocclusion affecte le fonctionnement des muscles et la mastication, mais aussi elle peut affecter le développement facial et la croissance mandibulaire chez l'enfant, surtout chez le jeune enfant. Les anomalies squelettiques, ce sont les anomalies qui touchent l'os basal, notamment l'os maxillaire. On a aussi l'endognathie, c'est un hypodéveloppement du maxillaire qui se traduit par un palais étroit. À l'hypodéveloppement des deux ébis maxillaires correspond également un plancher des fosses nasales étroit. Au maxillaire, elle est caractérisée par une inclinaison normale des molaires et prémolaires associée à un encombrement incisif maxillaire. L'endognathie est généralement symétrique et s'accompagne d'une lingoversion bilatérale. L'endognathie maxillaire peut être parallèle, c'est-à-dire celle où les largeurs prémolaires et molaires sont proportionnelles entre elles, la 4 et la 5, correspondant à une expression de DDM, disharmonie dentomaxillaire, à type macrodontie. La macrodontie a prédominance incisive. La leptoprosopie, c'est-à-dire des lèvres qui sont en avance. Dans ce cas, elle peut cependant, par étroitesse du squelette, favoriser elle-même une respiration buccale. L'endognathie en dièdre est à prédominance prémolaire et surtout canine, avec plicature antéro-postérieure du palais, face large en arrière, et étroite en avant. L'étroitesse antérieure peut être cause de la respiration buccale et nécessite une disjonction. À l'examen exobuccal, on a la lèvre supérieure peu soutenue, le sillon nasogénien très marqué et aussi au sourire les coins noirs inesthétiques au niveau des commissures labiales. On a des signes de la posture adénoïde décrite par Robin. L'observation des marques de la respiration buccale, des yeux tristes et cernés, des pommettes plates, un nez petit et mou à l'encelure marquée, des lèvres sèches, ouvertes, un sillon labio-mentonnier tendu et marqué. Et déjà, ce sont des signes d'une ventilation buccale. Les équilibres lingual, labial et ventilatoire sont vraiment perturbés. La ventilation buccale est très souvent associée à l'endognathie. La perméabilité des voies aériennes supérieures est perturbée, la lèvre supérieure contractée en permanence, la lèvre inférieure est versée, le sillon labio-mentonnier crispé, tout cela concourt à garder la bouche ouverte afin de permettre le passage du flux aérien. La déglutition est toujours primaire dans le cas où la ventilation est buccale. La langue est maintenue dans son berceau mandibulaire. À l'examen endobuccal, l'endognathie maxillaire est souvent associée à un inversé d'occlusion uni ou bilatéral. Cet inversé d'occlusion n'est pas systématique et n'est pas proportionnel à l'endognathie. Les compensations dento-alvéolaires par version coronovestibulaire masquent au niveau dentaire le déficit transversal. Ces compensations s'expriment au niveau de l'approfondissement de la courbe de Wilson, ce qui nous permet de les évaluer rapidement. Une courbe de Wilson marquée traduit une version coronovestibulaire importante et donc une compensation transversale forte.
Le diagnostic différentiel avec l'endoalvéolie se fait en grande partie à ce niveau. L'endognathie est caractérisée par une base osseuse étroite, plus ou moins totalement compensée par une vestibuloversion des process alvéolaires et donc par une courbe de Wilson accentuée. Dans la portion antérieure de l'arcade, l'endognathie se traduit par un manque de place dans la région incisivo-canine, avec bien souvent des incisives latérales bloquées dans leur éruption, plus rarement des canines. L'endognathie s'accompagne d'une non-concordance des formes d'arcade maxillaire et mandibulaire. Une arcade maxillaire étroite contraste avec une arcade mandibulaire souvent très bien développée par l'action d'une langue basse qui a déshabité le palais. La forme des arcades est caractéristique avec une arcade mandibulaire ronde et large et une arcade maxillaire pincée en forme de V, de lyre ou d'un U étroit. L'association avec une béance antérieure est fréquente et quasi systématique quand l'endognathie est associée à une ventilation buccale, c'est-à-dire dans une grande majorité des cas. L'examen radiologique, en complément de l'examen clinique, la radiologie reste un élément de diagnostic très utile. On va déterminer les axes molaires, l'évaluation de la largeur des orifices piriformes, la détermination des sites d'évolution des deuxième et troisième molaires mandibulaires et maxillaires, détermination de l'espace radioclair situé entre la branche mandibulaire et le maxillaire. Chez le sujet normal, cet espace est triangulaire à base inférieure. Chez le sujet souffrant d'une endognathie, cet espace est rectangulaire, la pointe supérieure est élargie par défaut du volume maxillaire. L'exognathie mandibulaire, c'est une anomalie rare qui peut toucher la mandibule ou le maxillaire. En maxillaire, on note à l'examen clinique un palais large et plat et des diastèmes interincisifs larges. À la mandibule, on remarque un articulé inversé ou en bout à bout. Elle y est provoquée par une langue basse et volumineuse. Les anomalies cinétiques, la latérodéviation mandibulaire, c'est une anomalie de position de la mandibule lorsque celle-ci, qui est une pièce mobile, prend des positions fonctionnelles de propulsion unilatérale ou bilatérale pour s'adapter à des troubles de l'occlusion et améliorer le confort masticatoire. C'est une anomalie cinétique où les milieux interincisifs supérieurs et inférieurs sont décalés en intercuspidation maximale mais pas en relation centrée. La latérognathie mandibulaire, c'est une anomalie basale structurale caractérisée par une asymétrie de forme ou d'insertion de la mandibule avec occlusion inversée unilatérale. Cette anomalie squelettique est grave et de très faible fréquence. Elle est caractérisée par une déviation latérale permanente du corps de la mandibule, une occlusion inversée unilatérale, des milieux incisifs déviés en intercuspidation maximale et en relation centrée, et un retentissement facial. La latérognathie pourra apparaître suite à une latérodéviation fonctionnelle qui s'est installée et qui n'a pas été traitée.